Alors on va se projeter sur cette révolution de l'intelligence artificielle, ce que ça représente véritablement sur l'ensemble du marché bien évidemment, mais ici on est avec Renault, donc on va s'intéresser aussi à cette révolution pour les constructeurs automobiles. Luc Julia, vous êtes avec moi, merci beaucoup d'accepter cet entretien dans Smartech, donc illustre directeur scientifique du groupe. On cite souvent dans votre parcours le fait que vous êtes à l'origine des brevets majeurs qui ont permis à Apple de développer un assistant intelligent qu'on connaît sous le nom de Siri, mais vous êtes passé aussi par plein d'autres grands géants de la tech. On peut citer notamment Samsung. Vous êtes en fait un des pionniers de toute la communication entre les objets intelligents et votre regard aujourd'hui sur l'intelligence artificielle nous intéresse énormément. Peut-être déjà nous dire si ça représente véritablement une révolution dans l'industrie automobile. Alors, dans l'industrie automobile et dans toutes les autres industries d'ailleurs, parce que l'application des intelligences artificielles, parce qu'il faut arrêter de fantasmer. Alors je vais commencer par donner une définition, ma définition d'intelligence artificielle. Oui. Si j'ai à donner la définition, c'est une boîte à outils. Une boîte à outils dans laquelle il y a plein d'outils différents et donc il faut parler des intelligences artificielles qui sont très spécifiques. Et du coup, ça nous permet d'arrêter de dire n'importe quoi sur ces intelligences artificielles, dont le fait que c'est une révolution. C'est pas une révolution, c'est une évolution. Ni une petite, ni une grande, c'est une mutation. C'est une continuité de ce qui se passe depuis 70 ans maintenant. Les intelligences artificielles ont commencé en 1956. Et on les utilise de plus en plus maintenant, on en parle de plus en plus. S'il y a une révolution, c'est la révolution de la communication sur les IA qui se passe depuis le mois de novembre 2022 où ChatGPT est arrivé. Et donc ChatGPT, il y a deux morceaux, il y a Chat et GPT. Alors la partie GPT, en fait, c'est pas nouveau du tout parce qu'on en fait depuis cette partie d'intelligence artificielle-là depuis 6 ans, depuis 2017. La partie révolutionnaire, c'est le chat. C'est-à-dire qu'on a mis à disposition cette technologie pour tout le monde, d'une manière très très simple à travers un chat, ce qu'on appelle le prompt, où les gens peuvent taper n'importe quoi et donc utiliser ces IA. Donc la révolution elle est dans l'utilisation pour tout le monde, mais elle n'est pas dans la technologie elle-même. Ouais, mais c'est ça qui fait que c'est très perturbant, parce qu'à partir du moment où on met une nouvelle technologie entre les mains de tout le monde, eh bien on peut imaginer tout et n'importe quoi. Ouais. Alors vous nous avez dit dans Smartech la dernière fois, vous nous avez dit quand même la bonne chose, la bonne nouvelle, c'est qu'on a appelé ça des IA génératives et non créatives. Il faut bien faire cette distinction. Oui. Exactement, c'est très très important parce que ça va montrer que la créativité reste du côté de l'humain. Donc ces IA elles ne vont que générer des choses qu'elles ont déjà vues en quelque sorte. C'est des IA qu'on appelle de complétion. C'est-à-dire qu'on leur donne ce prompt, elles vont chercher dans ces milliards de données qu'elles ont, elles vont chercher quelque chose de similaire et elles vont compléter avec ce qu'elles ont déjà vu. D'accord ? Donc la créativité reste de notre côté. Par exemple, quand on parle d'une IA qui va générer des images, Midjourney, c'est une qui est très connue. Midjourney, quand je vais l'utiliser, je vais dire dessine-moi une vache verte sur la tour Eiffel. Et donc elle va effectivement me générer des images de vaches vertes sur la tour Eiffel, et je vais les reprendre, je vais les rechanger, je vais lui refaire avaler, refaire générer, jusqu'à ce que ça ressemble à ce que j'avais dans ma tête quand j'ai imaginé cette vache verte sur la tour Eiffel. Mais la créativité, elle est justement dans ce que moi j'avais dans ma tête. Enfin, avoir l'idée d'une vache verte sur la tour Eiffel, je veux dire, c'est un peu bizarre, mais c'est ma créativité. Et donc j'ai rentré ça dans le prompt. La créativité reste du côté de l'humain et ces IA génératives ne font que générer. Elles sont excessivement puissantes, excessivement intéressantes. Elles sont des aides à la création parce qu'effectivement, moi, je ne sais pas dessiner une vache verte sur la tour Eiffel, donc elles vont m'aider à faire ça. Mais c'est comme Photoshop il y a 20 ans, quand on pouvait utiliser ces logiciels d'aide à la création d'images, maintenant c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus accessible. Mais le point sur l'accessibilité, le problème effectivement c'est que on a donné accès à tout le monde sans les éduquer, sans leur faire comprendre ce que c'est ou ce que c'est pas. Et oui, parce que là, Luc Julien, vous parlez de Photoshop, typiquement, tous ces outils de graphisme très pointus. Il y a des professionnels pour ça. On apprend à utiliser ces logiciels qui sont fortement complexes. Or, avec le prompt, on a l'impression qu'il n'y a pas besoin d'être sachant. Tout à fait. Il n'y a pas besoin, justement, c'est cette interface qui est révolutionnaire, le fait que juste avec quelques mots, on peut utiliser ces IA. Mais malheureusement, effectivement, il faudrait comprendre, il faut apprendre, parce qu'elles ont des limites, ces intelligences artificielles. On sait maintenant, on le sait de plus en plus, mais pas encore assez, je pense, qu'elles sont pas très pertinentes.
il y a des études qui ont été faites finalement, parce que ça prend du temps pour faire ces études, où on a fait passer des millions et des millions et des millions de faits sur ChatGPT par exemple. C'est une université de Hong Kong qui a fait ça, et on voit que finalement c'est pertinent qu'à 64%. Alors 64% c'est bien, mais c'est que 64%, ça veut dire que 36% du temps, elle vous dit n'importe quoi. Et donc ce genre de choses-là, il faut l'expliquer aux gens, parce que sinon ils vont prendre ça comme argent comptant, et ils vont générer n'importe quoi en disant que c'est la vérité. C'est ça, et puis apprendre à générer des prompts. On a reçu la chercheuse de Nukai qui nous a dit nous on travaille en fait sur la manière dont on va pouvoir apprendre à mieux générer ces prompts qui vont nous donner de meilleures réponses. Exactement. Quand on commence à comprendre l'outil, quand on commence à comprendre comment l'outil marche, on va effectivement l'utiliser beaucoup mieux. Et là en l'occurrence c'est un outil de langage naturel où il faut rentrer ses prompts. Ce qui est rigolo aujourd'hui dans la Silicon Valley, le nombre d'entreprises qui sont créées autour de la création de prompts. Donc ils se spécialisent dans la création de prompts. C'est un peu comme, encore une fois, il y a 20 ans, c'était les entreprises qui étaient spécialisées dans l'utilisation de Photoshop. Et aujourd'hui, c'est des entreprises qui sont spécialisées dans la création de prompts. Et les boîtes qui réalisent qu'ils ne sont pas très forts à générer ce qu'il faut comme prompt, à créer les bons prompts, ils vont voir ces entreprises pour qu'ils les aident à créer les prompts. Donc c'est assez rigolo de voir ça, mais ça montre quand même que c'est en fait un métier finalement de créer ces prompts et que c'est pas si facile que ça. Et que ça peut devenir très stratégique. Alors, le groupe ici, là, Renault, a la chance quand même d'avoir Luc Julia à ses côtés. Comment est-ce que vous portez ce sujet de l'intelligence artificielle, mais de manière générale, j'ai envie de dire, d'une nouvelle façon de concevoir les objets et leur interaction avec les humains? Alors d'une part, on n'utilise pas l'intelligence artificielle seulement l'intelligence artificielle générative. On utilise toutes les intelligences artificielles. Comme je disais tout à l'heure, c'est une boîte à outils dans laquelle il y a des multiples outils. Et donc, effectivement, les intelligences artificielles génératives peuvent être utilisées d'une manière intéressante pour les designers, par exemple. Le designer va avoir une idée d'un design, il va pouvoir rentrer ça dans cette IA générative, ça va lui générer des trucs qui vont ressembler à ce qu'il avait dans la tête mais qui vont lui donner d'autres idées et il va pouvoir l'utiliser pour itérer sur un design. Donc très intéressant au niveau du design, donc tout à fait au début de la chaîne de la conception des voitures. Après ça, on peut utiliser des IA qu'on va appeler des IA plus classiques, qui vont être des IA qui vont être statistiques dans les usines par exemple, où on va récupérer les données des robots. On a beaucoup de robots, on a beaucoup de données depuis des années et des années. On peut récupérer ça pour prévoir quand est-ce qu'une machine va tomber en panne. Donc ça, c'est le genre de choses qui sont relativement faciles, je ne dis pas que c'est très facile, mais qui permettent d'être beaucoup plus efficaces et de gagner en productivité par exemple. Parce que si on sait qu'un robot va tomber en panne demain, je vais rediriger la chaîne et les gens sur la chaîne ailleurs pendant 1 ou 2 jours pendant que je répare le robot. Et j'aurai pas d'interruption sur la chaîne de fabrication. Donc ce qu'on appelle la maintenance prédictive est très intéressante là. Après ça, quand on continue dans la chaîne, une fois qu'on est passé là, on a la voiture elle-même. La voiture elle-même, évidemment, on peut avoir beaucoup d'IA, des IA qu'on va appeler des IA de perception, qui vont nous permettre de comprendre le contexte de la voiture et de voir que on est plus en sécurité quand on a une voiture qui va réagir en fonction des potentiels dangers qu'il y a autour de nous. Donc avec des caméras, des radars, des lidars, etc. Donc ce qu'on appelle les ADAS, les aides à la conduite. Donc c'est pas forcément de la voiture autonome, on va pas aller chercher la voiture autonome, mais on va aller voir des aides à la conduite qui sont très intéressantes, qui vont finalement me mettre en sécurité dans ma voiture. Donc il y a aussi beaucoup d'IA ici. Et l'étape d'après, c'est ce qu'on a vu sur la grande scène le jour d'ouverture de Vivatech, avec l'arrivée de ce concept car, Human First Vision. Exactement. Donc le but du jeu, après, on rentre dans la voiture maintenant, et Human First, l'humain, il est dans la voiture, et on va créer ce cocon où il va se sentir bien, et il y a des IA, encore une fois, qui vont me permettre de me sentir mieux dans la voiture, d'avoir une meilleure expérience, de pouvoir aller du point A au point B d'une meilleure manière. Ça va devenir de plus en plus autonome, donc de me permettre de transformer cette voiture en un bureau, en une salle de projection de cinéma. Enfin, on peut imaginer plein de choses. Et ces IA vont juste me mettre dans ces positions de confort, dans ces positions de sécurité qu'on montre effectivement dans cette voiture, dans ce concept. Quels sont ces autres travaux, projets sur lesquels vous avez beaucoup travaillé et que vous êtes très fiers de présenter ? Vous voulez dire ici, à Vivatech, on présente une autre chose qui est une borne de recharge. Oui. Une borne de recharge qui est intelligente. Alors, il faut mettre tous les guillemets qui vont bien autour d'intelligente. Elle fait juste son boulot de borne de recharge. Mais en l'occurrence ici, elle est bidirectionnelle. Donc elle permet à la voiture de devenir ma batterie
quand par exemple les heures, vous avez les heures creuses et les heures, je ne sais plus comment vous appelez ça, les heures hautes, je ne sais plus comment ça s'appelle en France. Donc ça vous permet d'avoir toujours le meilleur tarif d'électricité dans votre maison parce que votre voiture devient la batterie qui est toujours chargée en heures creuses. Et donc c'est des économies substantielles pour un foyer normal. Et là l'idée c'était de se dire, plutôt que de demander à l'utilisateur en fait, de réfléchir quand est-ce qu'il peut charger ou non, reverser de l'électricité sur le réseau, on va mettre un logiciel intelligent qui va optimiser tout ça. Exactement, donc c'est de l'intelligence artificielle qui va regarder quel est le meilleur distributeur au moment T et comment récupérer l'énergie là moins chère pour que ça fasse en sorte que je fasse des économies. Bon, et sur le sujet des compétences, parce que j'ai rencontré plein de monde ici, à chaque fois c'était assez crucial comme discussion. C'était, oui, on va avoir besoin, il faut qu'on attire des nouveaux talents, on va avoir besoin de nouveaux profils, les métiers changent. Comment on fait pour les attirer, les nouveaux talents ? Bon, d'une part, que les métiers changent, c'est vrai depuis la nuit de l'humanité. C'est-à-dire que ça continue et ça changera toujours. Donc dès qu'il y a une nouvelle technologie, une nouvelle idée, les tâches changent au moins. Et donc dans les tâches, il y a toujours aussi la maîtrise de l'outil. Donc on dit on enlève des tâches, mais oui, mais on en rajoute aussi. Donc évidemment, on devient de plus en plus productif. On devient aussi on met en évidence de plus en plus les qualités humaines qui sont, elles, très très difficiles à faire par des machines. Ouais. Donc en fait, les métiers sont en général valorisés et donc ils ne disparaissent pas. Donc on peut parler de ça. Mais sinon, pour attirer les gens... L'IA ne remplacera pas l'IA ne remplace pas l'humain. Je veux dire, il faut quand même le dire et le répéter. Ouais. Par contre, nous, pour attirer les gens, pour travailler sur ces choses-là, justement, on travaille sur des choses concrètes comme le concept qu'on a présenté ici pour pouvoir montrer que Renault, en l'occurrence ici, fait vraiment de la technologie, on fait vraiment des choses intéressantes, des choses pour ce que j'appelle les vrais gens, parce qu'à la fin, je veux dire, on veut que ce soit les vrais gens qui utilisent nos objets et qui soient heureux en utilisant ces objets. Ça devient une entreprise de logiciels en fait. Pratiquement. C'est une entreprise de tech, c'est la vision de Luca De Meo quand il est arrivé il y a maintenant un peu plus de 2 ans à la tête du groupe. Il a tout de suite dit je veux transformer Renault en tant qu'entreprise de tech. Et entreprise de tech, ça veut vraiment dire aujourd'hui entreprise de software, entreprise d'IA. Et ça veut dire donc aussi de nouvelles compétences à acquérir. Exactement, donc nouvelles compétences, soit à acquérir, comme vous venez de dire, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du groupe, on peut faire de la formation. Autour de vous, dans vos équipes, des data scientists, vous en manquez comme tout le monde On en manque comme tout le monde, mais on en forme aussi. C'est-à-dire qu'on a des programmes de formation à l'intérieur du groupe. Avec nos partenaires aussi, on crée une académie afin de faire ces formations entre nous. D'accord, parce que tous on manque de ces compétences, mais c'est on est l'académie capable. Au sein de la Software République, la Software République, oui. Et donc du coup, entre les 6 gros partenaires de la Software République, on crée une académie qui nous permet d'échanger des méthodes, d'aller chercher des formations pour faire en sorte de faire ce qu'on appelle le reskilling en bon français de nos collaborateurs. Très bien. Et qui s'occupe de ces formations alors ? Ça peut être des écoles. Donc on va travailler avec des start-up écoles, on va travailler avec des écoles établies, des écoles nouvelles, pour avoir aussi des nouvelles méthodes de formation qui utilisent très bien le online, etc. Merci beaucoup. On était en compagnie du professeur Luc Julia. Merci encore d'avoir répondu à mes questions. Et bien voilà, c'était la fin de cette séquence de Smart Tech, mais on se retrouve évidemment dès demain. On continue à suivre ce salon sur Bismart.